L'image du jour, ce sera Nicolas Sarkozy aux côtés de François Hollande tout à l'heure sous l'Arc de Triomphe à Paris pour commémorer le 97e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'est une image d'unité de la nation. Vous applaudissez la main sur le cœur? Je me réjouis de l'image d'unité parce que je suis toujours favorable à tout ce qui rassemble les Français plutôt qu'à tout ce qui clive. Donc je m'en réjouis. J'observe qu'au Havre, pour les grandes manifestations nationales, pour les journées patriotiques, mes prédécesseurs sont toujours présents. Quel que soit le parti dans lequel ils étaient, et c'est toujours relevé et apprécié. Et je pense qu'il faut en faire non pas un coup, mais une tradition. Et vous pensez que c'est un coup là? Vous pensez qu'il y a du calcul politique là-dedans? là-dedans? Pas du tout, mais je pense qu'il faut, pour que ça ait du sens, il faut que ça s'inscrive dans la durée. C'est ça que je veux dire. Il y a encore eu des incidents la nuit dernière à Calais, troisième nuit de suite, avec les forces de l'ordre, visiblement des agitateurs, des altermondialistes. Que faut-il faire pour régler le problème de ce qu'on appelle la jungle de Calais, Édouard Philippe? Écoutez, j'aimerais pouvoir vous dire, c'est très simple, il faut faire ça. Je ne suis pas sûr que ce serait très crédible, et c'est, je pense, un sujet qu'il faut aborder avec gravité, mais aussi pas mal d'humilité. Ce qu'on constate, c'est que depuis plus d'une dizaine d'années, on n'a pas trouvé la solution pour gérer cette question de Calais, qui s'est incarnée dans différentes formes, sous différents noms. On a parlé de Sandgate, on a parlé... Bon, on n'a pas trouvé la solution, et il faut en être conscient. Donc les grandes déclarations sur Yaka, il faut qu'on... Franchement, allons-y. C'est un aveu d'impuissance que vous faites ce matin ? Je dis pas ça. Je dis qu'on a le droit aussi de faire preuve d'un tout petit peu d'humilité face à un problème compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire, mais au moins reconnaissons-le. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? D'abord, je pense qu'il faut être ferme et extrêmement fort sur un certain nombre de principes. La décision prise par les autorités françaises de fermer de façon stricte la frontière avec l'Angleterre est à mon avis une bonne décision. C'est une bonne décision parce qu'elle a permis de mettre un terme, en tout cas elle essaie de mettre un terme à l'appel d'air considérable que crée cette possibilité de passer en Angleterre depuis Calais. Et je pense qu'il faut s'y tenir. La deuxième chose sur laquelle il faut être ferme, c'est ne pas accepter que cette situation dramatique que vivent à la fois les réfugiés, mais encore plus d'une certaine façon, ceux qui vivent à Calais, ne soit aggravée par les actions irresponsables d'un certain nombre d'excités qui profitent de la misère du monde pour essayer de faire passer des messages qui n'ont aucun sens. Je pense évidemment en la matière aux altermondialistes et ceux qu'on appelle les no-borders qui n'ont rien à faire dans cette affaire. Il y a l'autorité de l'État, mais il y a aussi le cœur. Là, au moment où on se parle, voilà, un urgent qui tombe, l'agence France-Presse, 14 migrants noyés lors du naufrage de leur bateau en route vers la Grèce. Oui, mais pardon, on parle de Calais, on parle pas de la Grèce, on parle de Calais. Et je pense qu'à Calais, il faut que l'État soit d'une très grande fermeté. Le ministre de l'Intérieur essaie de mettre en place un système qui permettra de vider ce point de fixation et ensuite de l'assécher en ne permettant plus le passage en Angleterre. Je ne sais pas s'il réussira, mais en tout état de cause, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses. Donc il faut essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Sur les migrants qui arrivent par la Turquie pour l'essentiel, puisque c'est ce que vous désignez. Là, il faut être clair. Il n'y a pas de sujet sur le fait que lorsqu'ils sont sur l'eau et lorsqu'ils sont en détresse, il faut les sauver. Il n'y a pas d'hésitation à avoir là-dessus. Ce n'est pas une question de cœur ou de raison. C'est une question de savoir qui nous sommes nous. Pas tellement qui ils sont, mais qui nous sommes nous. Quand on voit des familles, quand on voit des hommes, des femmes, des enfants qui traversent, qui prennent des risques, on ne les laisse pas se noyer. Donc on intervient. Une fois qu'on on évite qu'ils viennent à Calais après. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué. Bah oui, mais bien sûr, c'est un problème compliqué. Mais une fois qu'on a fait ça, on essaie aussi de traiter le problème à la racine, c'est-à-dire en Syrie, c'est-à-dire en Afrique du Nord, c'est-à-dire en Afrique centrale, puisque c'est de là que viennent les réfugiés. Édouard Philippe, Antonin André, chef du service politique d'Europe 1, nous révélait tout à l'heure à 8h que Manuel Valls se pose clairement la question d'une fusion des listes PS Les Républicains au soir du premier tour des régionales pour empêcher Marine Le Pen de remporter la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Même si Marine Le Pen est largement en tête? Mais même si Marine Le Pen est largement en tête, moi je ne suis pas là pour commenter des hypothèses de soirée de premier tour. Ce que ça devient une probabilité. Hein. Oui, mais enfin ce que je ne vois pas, c'est les conditions dans lesquelles ce genre de calcul et d'opération politique pourra avoir lieu. Xavier Bertrand mène une campagne, et une remarquable campagne, déterminée avec des thèmes d'une grande clarté. Dans cette campagne, j'ai le sentiment qu'il n'est pas d'accord sur grand-chose avec le candidat du Parti Socialiste. Et le Front Républicain ne peut pas être le plus petit dénominateur commun? Comment expliquer? Non.
Moi, j'ai aucun problème pour travailler parfois avec la gauche. Aucun, je le dis franchement, ça m'est arrivé de voter des textes de gauche. Mais ça ne se fait jamais dans la combinaison politicienne en soir de premier tour. Ça doit se faire, si ça devait se faire, ça doit se faire dans la clarté. Et certainement pas après un premier tour de régional. Ça me semble inenvisageable. Les gens qui prônent cette fusion, en réalité, évoquent un leurre. Parce que personne n'a envie de cette fusion en vérité. Et donc voilà, il faut accepter l'idée que dans une démocratie, les Français, ils tranchent. Et ils ont le droit de trancher. Vous n'êtes pas pour le Front républicain, vous? Entendez-moi bien, nous sommes dans un scrutin proportionnel. Ceux qui perdront auront des élus. Ces élus siégeront dans la minorité. C'est pas infamant d'être dans une minorité. On peut continuer à se battre pour ses idées dans une minorité. Ça m'arrive. Quitte à faire élire donc ça m'est arrivé d'être minoritaire dans un conseil général, dans un conseil régional et aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je vous dis pas que c'est ce que j'aime, mais ça n'est pas honteux d'être dans une minorité. Et là, Alain Juppé est d'accord avec vous là-dessus parce que lui a toujours été très. Vous lui poserez la question. Vous lui poserez la question. Vous êtes son porte-parole. Pour des élections législatives, il a dit, et j'ai toujours dit, qu'il pouvait m'arriver de voter pour un socialiste, parce qu'il s'agit de battre quelqu'un. Mais dans un scrutin proportionnel, vous avez le droit d'être minoritaire. Ça n'est pas honteux. Il faut d'abord avoir des élus. Non, mais c'est pas une question d'avoir des élus, c'est une question que si vous faites de la politique, vous la faites pour défendre vos idées. Et dans un scrutin proportionnel, dans une assemblée, même si vous perdez, vous pouvez être dans l'assemblée et vous pouvez défendre vos idées. Donc il faut accepter l'idée que les Français se prononcent. Peut-être que dans telle ou telle région, ils mettront en tête le Front National. Je trouve que ce serait une très mauvaise idée pour ces régions. Qui en sera responsable si le Front National gagne des régions? Est-ce que c'est pas d'abord celles et ceux qui dirigent le pays depuis 30 ans et qui n'arrivent pas ou plus à convaincre les Français? Je pense qu'il n'est pas illégitime de dire que si une nouvelle force politique progresse, c'est parce que les anciennes n'ont pas fait toutes les preuves qu'elles devaient faire. Oui, c'est probable. Hier matin, ici même sur Europe 1, Emmanuel Macron a dit qu'il était pour la rémunération des fonctionnaires au mérite, Édouard Philippe. Il faut accroître la part de mérite dans la rémunération de la fonction publique. C'est une façon de la moderniser. C'est dangereux, dit Jean-Claude Mailly pour Force Ouvrière. Vous en pensez quoi, vous ? J'en pense que le petit jeu des propositions parfois sympathiques d'Emmanuel Macron, qui n'a pas la majorité de sa politique. Hein, pour vous, c'est un ministre minoritaire ? Bah écoutez, la dernière fois qu'il a fait une loi, c'est passé au 49-3. Vous appelez ça comment, vous ? Évidemment qu'il est minoritaire. Il n'a pas la majorité de sa politique. Bon, alors il peut lancer des bonnes idées, elles peuvent être bonnes. Hein. Moi, j'ai pas de problème à voter les bonnes idées qui sont formulées par d'autres. Mais ça, c'en est une ou pas, par exemple ? La rémunération au mérite des fonctionnaires. Les questions de gestion de la fonction publique sont tellement complexes que dire la rémunération au mérite, ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, au Havre, vous voyez, dans la fonction publique territoriale, on a une prime d'investissement exceptionnelle qui revient à attribuer une prime, c'est-à-dire une rémunération liée à un mérite exceptionnel, liée à un investissement particulier de tel agent ou de tel service. Évidemment que je suis favorable puisque je le pratique. Bon, faut être clair, ça ne représente pas grand-chose en termes de la rémunération globale. Ça doit représenter un budget de 500 000 € sur 140 millions de masse salariale, donc c'est pas considérable. Pourquoi pas ? Regardons la façon dont on peut évaluer cette performance, regardons la façon dont on peut la mettre en œuvre, ce qui n'est pas facile, croyez-moi. Je pense que s'agissant de la fonction publique, il y a des choses plus urgentes. Lutter contre l'absentéisme. C'est ce gouvernement qui a supprimé la journée de carence. Créer des vrais patrons, des vrais managers dans la fonction publique qui peuvent choisir leurs collaborateurs et qui peuvent ensuite leur demander de partir quand ils ne sont pas à la hauteur. Voilà des vrais sujets. Alors pour vous, le patron Édouard Philippe, c'est Alain Juppé. Venons-en à votre champion. Vous avez des nouvelles, vous ? Je sais pas, j'ai regardé. Alors, il a publié récemment un tweet sur Aung San Suu Kyi. Oui, qu'il avait rencontré lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères. Oui, c'est une photo d'archive de 2012. Et qu'il avait beaucoup impressionné. Mais il est passé où sur les sujets difficiles, les migrants, la Syrie ? On l'entend plus là d'un coup. Alors, il fait campagne, vous allez me dire, pour les régionales, mais on l'entend plus. Mais moi, je comprends que vous me posiez la question, d'abord parce qu'on me la pose souvent. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça vous surprenne. Alain Juppé a dit, mais il y a maintenant plus d'un an, qu'il était candidat à la primaire et qu'il allait consacrer son temps, d'abord à soutenir les candidats aux régionales avant les régionales, c'est bien naturel, mais à travailler sur son programme. Ce qu'il fait, il n'est pas absent des médias. Il est intervenu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur votre antenne. Simplement, il réfléchit, il travaille, il rencontre un certain nombre de Français, il se déplace partout en France, il prend son temps pour le faire. On peut espérer que... Enfin, je trouve pas scandaleux d'imaginer qu'un homme politique prenne son temps avant de parler. C'est les autres qui parlent trop alors ? Les Fillon, Sarkozy, Le Maire, etc. C'est vous qui le dites. Moi, je pose la question. Non, je crois pas qu'il parle trop. En tout cas, Alain Juppé a décidé de faire campagne à son rythme, dans la façon dont il l'entend, pour dire exactement ce qu'il pense et pour préparer ce qu'il fera s'il est élu. Conditionnel ou futur, évidemment, là, il y a une nuance. Dernier point, Édouard Philippe, le nombre de morts a encore augmenté sur les routes le mois dernier, 372 tués. Vous, le 2 octobre, vous avez été flashé à 150 km/h sur une route limitée à 110. Sur une autoroute limitée à 110, oui. Est-ce que, en tout cas, 40 km/h, ça s'appelle un grand excès de vitesse ? C'est un excès de vitesse. Est-ce que vous vous dites que vous auriez pu alourdir ce bilan ?
Écoutez, je ne vais pas épiloguer sur cette affaire. J'ai roulé trop vite. Les gendarmes m'ont arrêté, on m'a retiré mon permis pour au moins 2 mois. Je ne sais pas ce que le juge judiciaire dira. Et je suis comme n'importe quel Français confronté à une erreur que j'ai commise. Je l'assume pleinement. Bien sûr que si, c'est grave. Une mesure de police qui a été prise, et bien sûr que si, c'est grave. Je m'en félicite pas. Je l'assume. Voilà, j'en parle. Mais c'est un malheureux incident ou c'est le symptôme d'une classe politique qui, quoi qu'elle dise, continue à se croire au-dessus des lois? Mais je vous dis exactement l'inverse. Pardon Thomas Soto, je vous dis exactement l'inverse. Comme n'importe quel Français qui roule trop vite sur une autoroute, j'ai été arrêté par les gendarmes qui m'ont retiré mon permis. On me l'a suspendu pendant 2 mois, je vais payer une amende. C'est parfaitement normal, je ne m'en plains pas, je ne m'en félicite pas non plus. Voilà, je suis traité et c'est normal comme n'importe quel Français. Et voilà, et c'est très bien ainsi. Merci Édouard Philippe d'être venu sur Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous. Europe 1, il est 8h27.